Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Enlevée hier matin vers 9h moins le quart, une petite fille de 6 ans a été rendue à ses parents saine et sauve vers 5h30 ce matin contre une rançon de 3 millions d'anciens francs. Cette petite fille, la voici. Et Philippe Gildas, le rapt n'a été révélé qu'après la restitution de l'enfant à ses parents. Oui, si vous voulez, reprenons les faits chronologiquement. 9h moins le quart hier matin, la petite Carole Benenous attend avec sa maman dans la rue Rainoir le taxi qui doit l'emmener à l'école bilingue. Rue Rainoir, donc, tout près de la maison de la radio, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Tous les matins, un taxi vient s'arrêter en double file dans cette rue pour prendre Carole ainsi que plusieurs de ses petites camarades. Le taxi les ramasse les unes après les autres pour les emmener dans une école rue de la Bourdonnais. Hier matin, Madame Benenous, la maman de Carole, descend dans la rue, ne reconnaît pas le chauffeur habituel, mais il est exact que les chauffeurs changent assez souvent. Puisque le taxi est bien celui de la même compagnie, c'est-à-dire rouge et noir de la compagnie G7, je pense que tout le monde connaît ce taxi, Madame Benenous demande au chauffeur, c'est bien vous qui devez emmener Carole à l'école. Le chauffeur dit oui, la petite fille va monter, et le commissaire Poisblanc, qui a essayé de faire ce matin le point de la situation, a bien expliqué pourquoi c'est probablement cet excès de précaution qui a permis au ravisseur de ne pas manquer son coup, de le réussir, alors que l'autre taxi risquait de survenir à ce moment-là, le vrai. Mais je dis, dans cette affaire, on constate que si très souvent les malfaiteurs exploitent des fautes ou un manque de vigilance ou de précaution commises par leurs victimes, là au contraire, il semble bien que ce soit certaines précautions dont ils aient profité. En effet, certains enfants ont l'objet d'un ramassage collectif pour être conduits à l'école, en taxi, qui ont des contrats avec des grandes sociétés telles que la G7. Et le chauffeur de ce taxi a l'obligation, et c'est une excellente précaution, de signaler par message radio le moment où il passe à une adresse prendre l'enfant et surtout quand il en part. Ceci explique vraisemblablement que le ravisseur qui disposait d'un taxi aux couleurs de la G7, noir et rouge, ait eu peu de risque de se trouver en même temps que le taxi régulier, puisque par sa radio, il avait pu entendre le moment du départ de l'adresse précédente par l'autre taxi. Ainsi, c'est une autre ironie du sort, Madame Benenous, qui attendait le taxi. Je pense que nous avons un petit incident technique dans cette conférence de presse que vient de donner le commissaire Poisblanc, mais si vous voulez, la suite est assez simple. Le taxi, donc le faux taxi, on sait maintenant d'ailleurs qu'il a été volé pendant le week-end dans le 10e arrondissement. Le faux taxi peut suivre toute la progression du vrai taxi grâce au radiotéléphone. Il se précipite donc quelques minutes plus tôt que le vrai taxi, prend la petite Carole et disparaît. Dans la matinée, un professeur de l'école de la rue La Bourdonnais s'étonne, alerte les parents qui alertent à leur tour la police. Et puis, à 15h, coup de téléphone du ravisseur qui dit « Votre enfant vous sera rendu, mais contre rançon de 3 briques », ce sont ses propres termes. Attendez la suite. Plus rien, jusqu'à, on imagine l'angoisse de ces jeunes parents, jusqu'à 5h du matin, jusqu'à 3h du matin exactement, et à 3h du matin, monsieur et madame Benenous, qui veillent auprès de leur téléphone, reçoivent un second appel du même ravisseur. Monsieur Benenous précise même, il avait l'air d'un fou, d'un dangereux criminel, il avait l'air très énervé au téléphone, très menaçant. Et là, ce ravisseur dit à monsieur Benenous, rendez-vous au nord-est de Paris, près de Livry-Gargan, sur la nationale 3, et vous déposez là votre rançon en billets de 500 francs usagés, ce qui fait, vous n'avez qu'à calculer, 60 billets usagés de 500 francs, 50 000 anciens francs. Monsieur Benenous se rend à l'endroit indiqué, il y a là un homme qui lui dit déposez l'argent sur le bord du fossé. Il a le temps d'apercevoir un deuxième complice, semble-t-il, ce qui veut dire à la police qu'ils étaient au moins 2. Le premier homme lui dit, votre petite fille se trouve dans une station-service à 1 kilomètre de là. Monsieur Benenous n'en demande pas plus, il se précipite, toujours dans l'angoisse sans doute, se demandant dans quel état il va la trouver. Et il n'y a personne à la station-service. Il rentre chez lui et à 5h30, ironie du sort encore, un autre taxi, un vrai, va ramener, saine et sauve, la petite Carole qui a 6 ans, je vous le rappelle, à son domicile. Voilà tout ce que l'on sait pour l'instant. Les précisions que je peux donner encore, ce sont celles-ci. Le taxi a donc été volé pendant le week-end.
D'autre part, les parents étaient assez fortunés, mais 3 millions d'anciens francs, ça n'est tout de même pas cher pour un acte aussi grave que le rapt d'un enfant, pour lequel on risque, vous le savez, 20 ans de réclusion, de détention. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Pour l'instant, la police enquête. Bien, merci Philippe Gildas. Une autre affaire d'enfants a mise aux prises ces jours-ci deux familles de Marennes et de Toulouse. Ces deux familles se disputent un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Laurent Douguet. Avec plusieurs amis, il y a quelques jours, le père adoptif de Laurent, le docteur Sozo, est allé reprendre de force à son père naturel le garçon qu'il avait élevé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le père adoptif en prison pour l'opération qu'il a montée va être confronté avec le père naturel, cela afin de déterminer dans quelles conditions le petit Laurent a été enlevé. Il n'empêche qu'à Marennes, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour demander la mise en liberté du docteur Sozo et de ses amis. Le point avec nos camarades de Poitiers. Depuis que Laurent Douguet a quitté le palais de justice de Rochefort mardi en compagnie de son père légitime qui évite les journalistes, l'affaire Douguet a pris une autre dimension. C'est maintenant l'affaire Sozo. La décision dite définitive du juge pour enfants est incompréhensible pour celle qui élève Laurent depuis 6 mois, la belle-sœur de celui qu'on appelle maintenant le médecin ravisseur de Marennes, le docteur Sozo. Madame Carrette, est-ce que vous croyez que la décision du juge coïncide avec les sentiments de Laurent? Oh, absolument pas. Ça, j'en suis certaine. Laurent a refusé le matin de partir. C'est pourquoi nous avons fait appel au juge des enfants. Et quand nous sommes présentés au tribunal de Rochefort, le juge a reçu Laurent. Enfin, Laurent, pendant 2 heures, est resté près du juge en compagnie de son père et du psychiatre. Et il a toujours refusé de partir. Cet enfant voulait rester à Marennes. Sa place était à Marennes. Vous comprenez, on va le couper comme ça, d'un seul coup, de tout ce qui a été sa vie jusqu'à présent, et c'est dramatique. D'ailleurs, le psychiatre m'a dit, je ne suis pas restée jusqu'au bout, puisque le juge a demandé à ce que je m'en aille, je suis donc partie, je n'ai pas revu Laurent. Mais le psychiatre m'a dit, jamais de ma vie, je n'oublierai le regard de Laurent quand il est parti avec son papa. Je crois que c'est dramatique, et vraiment, pour ce petit, je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais... Vous comprenez, il a le sentiment... Il avait déjà été assez traumatisé, troublé par tous ces événements, même sur le plan physique. Bien sûr, absolument, oui. Et pour cet enfant, en fait, il a dû se demander comment ça se faisait, que l'on n'arrivait pas à le garder. Il a peut-être pensé qu'on le lâchait, qu'on le laissait tomber. C'est dramatique, vous savez, c'est affreux de penser que cet enfant, à cause de tout le battage qui a été fait, on n'a pas pu le garder. Enfin, il n'y a rien à faire. Vous n'avez plus d'espoir? Non. Cette pétition qui réclame la libération des 4 incarcérés de Saintes, tout Marennes l'a signée. Elle a été déposée chez le procureur hier soir. La population est calme, mais sa décision est prise. Elle fera tout pour la libération du docteur Sozo et de ses amis. 29 siècles après, une affaire qui rappelle étrangement le jugement de Salomon. Ce sont encore les enfants qui s'inscrivent en toile de fond du débat qui doit se terminer par un vote cet après-midi à l'Assemblée nationale. Si le projet de loi sur l'autorité parentale est adopté, ce qui est très probable, le père n'aura plus le dernier mot dans les discussions familiales. Le char de la famille sera désormais à double commande. Le père et la mère assureront ensemble la direction de la famille. Le garde des Sceaux, M. Pleven, a d'ailleurs souligné qu'une autorité partagée n'était pas une autorité abolie. À noter cependant qu'en cas de désaccord sur une décision entre le père et la mère, un troisième personnage pourrait intervenir, le juge, ce qui a permis à un député de faire sourire l'Assemblée nationale en parlant de ménage à 3, le mari, la femme et le juge. Mais il est bien entendu qu'avant de prendre lui-même toute décision, le juge aura épuisé les possibilités de conciliation. Autre chose, 47% des Français ne regrettent pas le départ du général de Gaulle, 53% le regrettent beaucoup, 14%, un peu, 27%, très peu, 12%. En novembre dernier, 62% regrettaient plus ou moins le départ du général de Gaulle, 38% ne le regrettaient pas du tout. C'est ce qui ressort d'un sondage fait par la Sofres à la demande de 4 quotidiens régionaux. Sud-Ouest, la Dépêche du Midi, le Midi Libre et le Provençal. Il y avait une autre question posée. En cas de crise grave, souhaiteriez-vous le retour au pouvoir du général de Gaulle? 66% des personnes interrogées ont répondu non, 34% ont répondu oui. Un sondage qui intervient presque un an après le départ du général de Gaulle. Politique étrangère, Gérard Sebag, le bombardement d'hier, le bombardement israélien d'hier sur une école égyptienne continue à provoquer une grande émotion
bien sûr en Égypte, mais également dans le monde entier. Oui, je vous rappelle les circonstances de ce bombardement. Al-Sharqi est une petite bourgade de la vallée du Nil, plus exactement dans le delta du Nil, à 135 km environ du Caire. Et c'est un village où déjà depuis longtemps la guerre s'est installée. Hier matin, 2 avions israéliens, 2 avions de type fantôme, affirme-t-on au Caire, survolent à basse altitude ce qu'ils pensent être un objectif militaire. Ils larguent leurs bombes et leurs roquettes des décombres. On devait retirer une quarantaine de morts, dont une trentaine d'enfants de 8 à 12 ans qui se trouvaient apparemment dans une salle de classe. On dirige également vers les hôpitaux de la région une soixantaine de blessés, dont 36 enfants. Au Caire, ce raid a provoqué une très vive manifestation de colère et l'on affirme que c'est délibérément que les Israéliens ont choisi une cible civile. Mais alors que dit-on à Tel Aviv après ce bombardement? On réaffirme que c'est bien un objectif militaire qui a été bombardé. Une série de photographies aériennes a été présentée à la presse. On reconnaît une sorte de fortin avec à l'intérieur des véhicules. Mais devant l'évidence de cette tragédie, les corps sont là pour prouver qu'il y a eu des victimes civiles et également des enfants. À Tel Aviv, on pense que les Égyptiens ont construit une école à l'intérieur de ce camp militaire. Le général Moshe Dayan a déclaré à ce propos, si les Égyptiens avaient vraiment une école à l'intérieur du camp, c'est la plus grande irresponsabilité et nous ne pouvions le savoir. C'est évident. 2 mots du Cambodge, je crois que c'est très important. Oui, effectivement, des journalistes auraient vu ce matin des troupes sud-vietnamiennes pénétrer au Cambodge. Ils étaient accompagnés de conseillers militaires américains. Les policiers frontaliers cambodgiens ont déclaré aux journalistes que les forces gouvernementales avaient pénétré au Cambodge à la demande de Phnom Penh. Cela prouverait donc qu'il y a vraiment eu un élargissement de la guerre en Indochine. Merci Gérard Sebag. Il y a 19 jours que le printemps est arrivé et on ne s'en rend toujours pas compte. Le temps est maussade, la température est au-dessous de tout. Il a neigé en Bretagne et à Paris, la Seine remonte si bien que la voie sur berge de la rive gauche est à nouveau recouverte. Alors pour nous consoler, nous allons nous tourner vers l'avenir. On dit souvent que l'avenir c'est la télévision. Eh bien vous allez voir que l'avenir peut s'associer avec une survivance du passé pour le plus grand intérêt des téléspectateurs. Ils est plein de tristes mémoires lors de la Grande Guerre. L'un d'entre eux, venant de la province d'Aix-la-Chapelle, a fait escale à Reims avant de se rendre à Toussus-le-Noble, dans la banlieue parisienne. Long de 49,50 m, il mesure 17 m de haut et contient 4500 m3 d'hélium. Ce gaz ininflammable lui permet, suivant la température, de ne peser qu'entre 30 et 100 kg. Propulsé par 2 Hébert de 185 chevaux, il transporte 5 techniciens aux ordres du capitaine Peter, pilote chevronné, spécialiste des dirigeables depuis 9 ans, et assisté d'un Français, M. Brison. Se propulsant entre 70 et 110 km/h, il a une autonomie de 10 heures. Le but du voyage est d'effectuer des tests sur l'hélium, 3 appareils de ce genre devant servir de satellites TV et radio lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Notons que le dirigeable est par ailleurs équipé de radiocompas et de VOR et de VHF. Dans les écoles non dépourvues de piscine, on pourra tout de même enseigner la natation aux enfants. Et cela grâce à un bassin mobile dont le prototype a été inauguré hier. Jean-Pierre Delgado. À quelques mètres de l'école de Nangis, la nouvelle piscine démontable se compose de 2 parties. Le local technique tout d'abord où sont installés les vestiaires, la chaudière à fioul et l'armoire électrique commandant l'aération et la lumière. L'eau du bassin est maintenue à 27 degrés, aucun piquet n'est enfoncé dans le sol, l'ensemble peut donc être mis dans une cour bitumée ou cimentée. La piscine de 12,50 m de long et de 6 m de large est profonde de 1,10 m. L'abri comporte une sortie de secours s'ouvrant très rapidement. Monsieur Comité, vous venez de visiter la nouvelle piscine, disons ambulante de Nangis. Qu'en pensez-vous? Oui, appelons-le le premier bassin d'apprentissage mobile. Eh bien écoutez, j'en pense la chose suivante. Avez-vous vu l'air émerveillé des enfants? Oui, Ces petites filles qui m'ont dit que cette nuit, elles n'avaient pas dormi à l'idée qu'elles allaient apprendre à nager. Pour 15 millions d'anciens francs, je dis bien 15 millions d'anciens francs, vous avez cette remorque, le bassin, un bassin couvert par conséquent tout temps, qui va nous permettre d'apprendre à nager à des milliers et des milliers d'enfants. Je crois que là, c'est une utilisation intelligente des deniers des contribuables et ce sont les enfants qui nous diront si nous avons eu raison ou tort, mais je pense que j'ai eu raison de lancer ce type de bassin. Est-ce que ce type de bassin est venu à la suite des incidents que tout le monde connaît, disons, des non, noyades? Pas exactement. Ce type de bassin ne fait que continuer un programme cohérent que j'ai mis sur pied depuis mon arrivée rue de Châteaudun, c'est-à-dire que nous avons commencé par normaliser des bassins de
de 25 mètres tout le temps, qui sont très importants. Nous avons également fait un concours pour des bassins de 25 mètres couverts l'hiver et découvrants l'été. Et pour compléter ces bassins et pour préparer l'arrivée de ces bassins d'apprentissage qui s'intègrent dans le cadre des équipements qui sont nécessaires pour que le tiers-temps pédagogique se développe. Et 50 piscines de ce type vont être mises très bientôt à la disposition des écoles. Cela nous amène tout naturellement à parler de sport avec Patrick Chapuis. Et nous allons commencer par de la boxe. On reparle de Hurtin et on en parle de façon assez désagréable pour le nouveau champion d'Europe. Oui, il semble qu'un véritable scandale soit en train d'éclater, scandale qui jetterait une triste lumière sur la boxe. Vous savez que vendredi dernier à Madrid, le basque espagnol José Manuel Hurtin a battu par KO au 7e round l'Allemand Peter Wieland, que vous voyez ici à droite. Peter Wieland était tenant du titre de champion d'Europe des poids lourds. Il est KO, mais ce KO est très suspect. Il est très contesté. Il semble que le match de vendredi ait été arrangé. Wieland aurait touché 8 millions d'anciens francs, non 8 millions de pesettes par contre, ce qui représente 40 millions d'anciens francs, pour se coucher devant Hurtin. 2 journaux italiens ce soir donnent tous les détails sur cette affaire. C'est la Gazzetta dello Sport de Milan et Tutto Sport de Turin. Il révèle même que ce serait un ministre espagnol, secrétaire général du comité olympique, qui aurait dénoncé le scandale. Avant de vous parler de tennis, car je sais que c'est un sujet... Est-ce que c'est une autre affaire Primo Carnera, alors? Ça ressemble un peu à ce qui s'était passé avec Primo Carnera, dont on avait également dit que la carrière avait été construite de toutes pièces. Avant de vous parler de tennis, car je sais que c'est un sport qui vous passionne, Daniel Casal, un résultat de cyclisme, la nouvelle vient de tomber, Eddy Merckx, encore lui, a pris la tête du Tour de Belgique, il a terminé 3e de la 3e étape, le vainqueur étant Walter Godefroth. Cette nouvelle de tennis, c'est la création d'un tournoi international de tennis, d'un grand prix de tennis à l'image de ce qui se passe en ski avec la Coupe du Monde. Exactement. Il y aura 17 tournois retenus et une attribution de points, ce qui donnera une espèce de construction dans la saison et qui permettra d'attribuer une somme assez coquette en fin de saison, 100 millions, que se partageront une vingtaine de joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Mais ce sont des professionnels, des autorisés, mais pas les amateurs. Tout le monde peut participer. Vous pouvez participer si vous voulez. Moi, aucune chance. Bon. Nous allons passer maintenant, merci Patrick Chapuis, nous allons passer du sport au stade, au sport en salon, avec un jeu de cartes que l'on appelle indifféremment la vache, l'aluette ou la bigaille. Ce jeu de cartes est l'un des plus purs joyaux du folklore breton, et pour vous, nous avons assisté à un tournoi de vaches. Les enragés de la vache s'étaient donné rendez-vous dans les salons du centre Élysée-Bretagne. Ils étaient venus avec leurs plaques d'immatriculation, tous originaires de l'Ouest, où les marins espagnols introduisirent au XVIe siècle ce jeu de cartes aux figures énigmatiques dont Rabelais fait état dans Gargantua et Pantagruel. Un jeu qui se pratique avec force mimiques et grimaces, destiné à renseigner le partenaire. Vous m'avez tiré la langue, ça marche pas. Non, je ne vais pas tirer la langue. Il peut peut-être tirer la langue, mais c'est pas dans le jeu. Personne ne pouvait mieux nous parler de ce jeu que la doyenne du tournoi, Madame Chevolot de la Tranche-sur-Mer. Vous êtes la doyenne de ce tournoi, madame? Oh, je le crois. J'ai vu un monsieur qui avait l'air âgé, mais je ne sais pas s'il n'était pas plus âgé que moi ou moins, mais nous sommes à peu près du même âge. À quel âge avez-vous commencé à jouer à la vache? J'avais pas plus de 15 ans. C'est-à-dire que vous avez combien d'années de pratique? J'ai combien? 62 ans. 62 ans. 62 ans. Dites-moi, c'est un jeu qui se pratique avec beaucoup de grimages, de oui, mimiques. Oui, alors oui. vous pouvez m'expliquer un peu, quand on a du jeu, qu'est-ce qu'on fait? On fait des grimaces. Oui. On fait voir quand on a monsieur, madame, et ainsi de suite, Oui. par les signes. Bon, alors vous avez du jeu, là. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je regarde mon partenaire. Oui, et je lui fais mes signes. Et lesquels? Et je lève les yeux pour monsieur. Pour madame, je tords la bouche. Comment? Comme ça. Oui. Pour le borgne, je fais comme ça. Comme ça. Et pour la vache, je fais comme ça. Alors quand vous n'avez pas de jeu, vous faites... Comment faites-vous? Je frise le nez. Ça va pas, là. Non, ça va pas du tout. Mais alors, j'accentue pas si fort. Ah oui, parce que... Parce qu'alors mon adversaire le verrait, je serais pas bien. Et voilà. Alors je fais un signe, ou alors mon partenaire me fait les signes et je dis oui ou non. Est-ce qu'on peut tricher? Oh, quand même. Oh non, on ne veut pas tricher. Moi, j'aime pas tricher. Non, non, ça, Non, c'est non, pas non. drôle. Non, 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 mais j'ai tout le jeu. Oh, non. C'est difficile?
c'est très difficile. Il faut savoir y jouer. Il faut savoir y jouer, il faut avoir un bon partenaire. Mais en fait, c'est pas encore surtout ça, c'est surtout la chance. C'est un jeu de chance. C'est pas un jeu de savoir bien jouer, c'est surtout le jeu de la chance. Mais si on a des tics, on peut pas jouer alors? Si on a des petites... Des tics? Des tics, des tics nerveux? Oh, mais je ne sais pas, j'ai jamais vu de personne avoir des tics nerveux jouer à la vache. Ah oui, c'est pas possible. J'ai jamais joué avec des personnes qui avaient des tics toujours. Bon, France Guérité, je pense que vous avez compris le règlement de ce jeu de vache. Parfait. Bon, moi non plus. Nous allons, le jeudi, vous savez que c'est consacré, c'est le jour du timbre. Oui, c'est le jour du timbre. Qu'en est-il à propos de l'actualité philatélique, nouveaux timbres, expositions à travers la France? Jacqueline Cora, dans sa rubrique hebdomadaire, fait le point pour vous. La journée mondiale de la lutte contre le cancer vient d'être le prétexte à la mise en vente dans les vastes locaux de l'UNESCO à Paris d'un nouveau timbre français dont la surtaxe va au financement des recherches pour la lutte contre ce fléau moderne. Rappelons au passage que dès 1941, les PTT avaient attiré l'attention du grand public sur cette terrible maladie. Le nouveau timbre français, en cette semaine nationale de la lutte contre le cancer, rappellera à tous qu'un Tour de France de l'espoir est entrepris afin de rendre plus efficace le dépistage, car chacun de nous doit savoir où et quand consulter. Les philatélistes, mais aussi tous ceux qui tinrent à faire œuvre philanthropique, vinrent en grand nombre à l'ancienne faculté de médecine pour se procurer le timbre et l'oblitération premier jour. Devant les panneaux exposés, chacun comprenait l'importance des timbres-postes comme moyen de propagande et de participation à une œuvre d'intérêt national. De surcroît, les timbres peuvent constituer une véritable illustration de l'histoire de la santé. Vaste fresque qui peut débuter par les dieux grecs et égyptiens, se poursuivre avec les emblèmes, le bâton serpentaire, le crabe, la croix rouge et le croissant rouge. Seront aussi évoqués tous les aspects de la thérapeutique, de la prophylaxie et de l'hygiène. Les établissements sanitaires, les stations thermales, voire les grandes institutions et actions internationales. Pour en arriver aux praticiens et omnipraticiens dans leurs différentes spécialités, depuis Hippocrate, en passant par Paracelse, jusqu'au docteur Barnard. Sans oublier les auxiliaires, les bienfaiteurs en renom et, par ailleurs, ceux que l'on a surnommés les évadés de la médecine. Cet hommage de la philatélie était bien dû aux disciples d'Esculape. Ne raconte-t-on pas que l'inventeur du timbre-poste, Sir Rowland Hill, eut un jour l'idée de ce mode d'affranchissement en voyant un de ses amis pharmaciens cacheter ses boîtes de pilules à l'aide de vignettes de garantie. Mais ceci est une autre histoire. Plusieurs expositions fort intéressantes sont prévues pour le week-end. Tout d'abord, dans la région parisienne, vous noterez la 11e exposition régionale en la salle des fêtes de la Garenne-Colombe et les 11 et 12 avril également, exposition à Longjumeau dans l'Essonne. En province, à l'hôtel de ville du Havre, exposition pour le centenaire de la naissance de Lénine. À Lannion et à Sochaux, à l'occasion des congrès des sociétés philatéliques des groupements de Bretagne et de Bourgogne-Franche-Comté. À Metz, dans le cadre de la foire, le 11 avril, journée consacrée à la philatélie avec la participation de la section régionale de l'ORTF. Exposition également les 11 et 12 avril à Villers-Cotterêts, cette fois pour la mise en vente anticipée d'un timbre consacré à un enfant du pays, Alexandre Dumas père. Autre exposition à Amiens, au musée de Picardie, pour la sortie du timbre honorant Édouard Branly. Enfin, troisième timbre complétant la série des personnages célèbres, celui consacré à Maurice de Breuil, premier jour à l'Institut de France à Paris. Deux vols de timbres très importants viennent d'être perpétrés. L'un à Paris, chez un négociant en timbre-poste qui a vu en un soir disparaître 40 ans de patiente recherche, et l'autre au musée de Prague où a été dérobée une feuille de 80 exemplaires du célèbre Mercure bleu d'Autriche. Pièce difficilement négociable qui, espérons-le, sera vite retrouvée. Pour les amateurs de cachets spéciaux de vols inauguraux, celui de la première liaison Paris-New York par Boeing 747 TWA sera obtenu en adressant avant demain midi au centre TWA 101 Champs-Élysées à Paris des enveloppes libellées poste restante New York City, New York, USA, qui porteront bien sûr au verso le nom et l'adresse des expéditeurs. Pour terminer ce rapide panorama de l'actualité philatélique de la semaine, rendons-nous à Sorgues, dans le Vaucluse, où vient de se tenir la 6e exposition annuelle. Présentation des classiques avec études d'oblitération,
ou de piquage. De semi-modernes, avec les différentes valeurs en œuf du type Merson, et des études de variété. Enfin, philatélie moderne, avec des épreuves de luxe et des cartes maximum. Un éclectisme reflétant les multiples possibilités de la philatélie. Si les timbres n'intéressent pas vos enfants, que leur donner comme activité une fois que tous les devoirs sont terminés? Bien des solutions possibles, artistiques ou sportives ou autres. Voici une suggestion pour les jeunes enfants, pour les plus grands aussi. Quelle est la petite fille qui n'a pas rêvé un jour de devenir danseuse? La danse exerce un charme aussi irrésistible qu'il suscite des espoirs, bien souvent, sans lendemain. Alors on se rappelle bien, 1 au-dessus du genou d'abord à tirer, 2 on prend le talon, 3 on plie en avant et 4 secondes. 1, allez, 5e, allez, 1, ensemble, et 2. 1 au-dessus du genou, 2 prenez le talon, 3 pliez devant, 4, tendu la jambe à tête tendue, là, et on repose la jambe, c'est pas très joli ça, hein. Allez, 6 ou 7 ans, c'est le bon âge pour commencer. Mais si elle n'est pour beaucoup qu'un beau mirage, il n'en reste pas moins que la danse, par le maintien, la grâce, la souplesse qu'elle apporte, est d'un grand intérêt pour qui l'aborde, même en amateur, avec patience et persévérance. et on ouvre les bras. À mi-chemin entre la danse et la gymnastique, c'est la gymnastique harmonique. Elle prend pour base les mouvements traditionnels de la gymnastique en les rendant plus arrondis, plus harmonieux. Voilà, épaule droite, encore, allez, 1. Pourquoi lui faites-vous faire ces cours? Eh bien, je trouve qu'au point de vue développement du corps, au point de vue, même ça peut lui donner de l'élégance par la suite, et même au point de vue, c'est une petite fille qui est gauchère, ce n'est pas une vraie gauchère, et je pense que la danse peut aider justement à lui faire prendre conscience de certains mouvements qu'elle avait du mal à faire. Je suis très contente, ça fait 3 ans qu'elle est au cours. Et ça lui donne beaucoup de grâce, ça la développe. Alors elle a besoin, elle a une cage thoracique un peu faible, alors le corps médical me l'a recommandé. Et puis évidemment pour elle c'est une grande joie de venir tous les jeudis. Allez, derrière vous tournez. Ces cours sont donnés ici à l'Association française de gymnastique harmonique, qui se ramifie en France par plus de 300 cours de cette sorte. Les monitrices formées par cette association donnent également des cours dans de nombreuses sociétés sportives, dans des conservatoires, cours municipaux, aussi dans les grands ensembles. Et les parents trouvent que c'est plus intéressant que la gymnastique parce que c'est plus plaisant de travailler au piano. Ça apporte ce qu'apporte la gymnastique, c'est-à-dire la musculation, mais ça apporte en plus un côté correctif et ça apporte en plus ce qu'apporte la danse, c'est-à-dire le travail en musique, le travail rythmé, possibilité de faire des petites danses que les enfants apprécient beaucoup. Allez, toute seule maintenant, on tape. En l'air. Et ça, bien, c'est bien. Et maintenant, sous le tunnel, une passe de l'eau. Ici, sous le pont, une passe de l'eau. Et on va mettre ses 2 mains dans l'eau, sans plier les jambes. Hein. Et on remonte. Ah non, si on plie ses jambes, c'est que le pont est cassé. Alors, voulez-vous garder vos jambes tendues, hein. Allez, et les mains par terre. Et on remonte. Pour les petites, c'est un peu spécial parce que pour les tout petits, on fait plutôt des cours imagés qui attirent plus leur attention, mais les faisant quand même travailler, c'est-à-dire on image le petit lapin, ça fait quand même travailler à la fois les bras, les jambes, on fait des choses dont ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent en fait. Ils ont l'impression de s'amuser, mais ils travaillent dans ce qu'on leur fait faire. Ils prennent conscience de leur corps. Oui, c'est ça, oui. Ah, attention, le petit lapin va aller se promener partout dans la salle, hein. Partout, mais en restant dans ce petit coin ici, pas en allant près des fenêtres. On va faire le petit lapin, mais en levant bien haut ses pieds, hein. Ah non, ça c'est une grenouille ce que tu viens de faire, c'est pas un lapin du tout, hein. Le lapin, on pose les pattes avant et on soulève les pattes arrière, hein. Allez hop, et hop, en avançant. Rendons-nous immédiatement à la Bourse de Paris avec Gérard Vidalanche. J'aimerais bien que la bourse fasse également des exercices d'assouplissement. Actuellement, c'est plutôt des exercices de yoga car le marché est immobile. Immobile, en effet, il y a peu d'acheteurs, il y a également peu de vendeurs, si bien que l'équilibre se fait assez facilement. Heureusement, il n'y a pas trop de dommages sur les cours. Valeurs françaises donc irrégulières et valeurs étrangères en revanche
plutôt en baisse car il y a un repli des valeurs de Zambie, des valeurs de cuivre qui avaient fortement monté les jours précédents. Rappelez-vous la hausse de 10%. Le midi est terminé. Au revoir. Bonne journée.